J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui, à un moment de leur vie, osent suivre leur propre voie au lieu du chemin tout tracé. Je m'appelle Joanie Lacroix et j'accueille ici des gens qui ont décidé de faire partie de la solution pour créer un monde meilleur. Des rencontres pour vous inspirer à faire briller votre lumière et vous éveiller à votre pouvoir intérieur. Je crois profondément que nous avons tous quelque chose d'unique à apporter au monde. Et je suis convaincue que notre vie devient riche de sens lorsqu'on partage notre magie. C'est notre plus belle contribution parce que chacun de nous peut changer le monde à sa façon. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Pastel Fluo. Dans ce 4e épisode, je m'entretiens avec Jean-Daniel Petit, cofondateur d'Abitibi & Co. et de B-Side. B-Side qui est un média qui crée vraiment un lien, un pont entre l'humain et la nature. Avant d'entamer cette belle conversation-là, je veux prendre le temps de remercier la Shop Studio. On a le bonheur d'enregistrer dans un magnifique studio qui me permet d'enregistrer le podcast en audio, en vidéo. La Shop, c'est une équipe extraordinaire d'humains, de cœur, qui offre aussi des services de post-production vidéo, post-production audio, de voix. Donc, autant si vous avez des projets corpo, des projets de pub, de télé, c'est vraiment un magnifique studio. Et je me sens bien ici et je veux vraiment prendre le temps de leur dire un grand merci d'être partenaire avec moi, de me permettre d'offrir ce podcast-là dans ce beau lieu, dans cette façon-là très professionnelle aussi de faire les choses. Et comme je reçois Jean-Daniel Petit aujourd'hui, pour qui préserver la nature, en prendre soin, se reconnecter à la nature, c'est tellement important, je me suis dit que j'allais vous parler d'un geste concret que fait Rose Bouddha pour justement préserver l'environnement. Donc, Rose Bouddha a un partenariat avec Arbre Canada et donc, il s'engage à chaque fois qu'il y a une vente à planter un arbre. Et Dieu sait que l'industrie de la mode, c'est vraiment une des industries les plus polluantes, la 2e industrie la plus polluante au monde. Donc, toute la pollution qui est émise dans l'atmosphère à travers l'industrie textile, ben moi, je suis tellement, je trouve tellement que c'est une bonne idée de planter des arbres parce qu'on sait que c'est une des façons les plus puissantes de lutter contre les changements climatiques, de planter des arbres. Alors, j'avais envie de vous partager cette initiative-là et je vous rappelle que si jamais vous avez besoin de leggings, de vêtements mous, confortables, vous pouvez profiter de notre code promo grâce à notre collaboration avec Rose Bouddha. Donc, vous avez simplement à indiquer Pastel Fluo 15 dans l'onglet code promo sur la boutique en ligne et ça va vous donner 15 $ de rabais sur tout achat de 100 $ et plus. Mon invité d'aujourd'hui, Jean-Daniel Petit, c'est un gars de l'Abitibi qui, après avoir passé 10 ans dans le milieu de la publicité à Montréal, a décidé de faire un retour aux sources en fondant Abitibi & Co., une compagnie de kayaks, de canots faits à la main, conçus au Québec dans une grande conscience de la planète, une grande conscience des humains aussi. Et c'est aussi le cofondateur de B-Side. B-Side, ça prend la forme d'un magazine papier qui a vraiment pour but de créer un pont avec l'humain, la nature, du festival B-Side qui est vraiment un partage de connaissances sous forme d'ateliers pratiques, de conférences. Et plus récemment, ils ont acheté une grande terre de 1250 acres, dont 80% de ce territoire-là va être protégé et il va y avoir 75 habitations écologiques à travers cette nouvelle initiative qui est les B-Side Cabins. Alors, merci d'être ici, Jean-Daniel. Merci pour l'invitation. Moi aussi, je suis très content d'être ici. Puis, c'est fou parce qu'on ne s'est jamais rencontrés, mais on a un parcours, en tout cas, ton parcours fait écho au mien beaucoup. On a travaillé en publicité. Exact. Dans les mêmes années, on travaillait à la même agence, mais on n'a jamais travaillé sur les mêmes comptes. Exact. Et en fait, j'ai envie qu'on parte peut-être de là. OK. Parce que on a vécu une crise de sens un petit peu similaire. Ouais. Et être en pub, c'est très valorisant, c'est très bien vu aussi. Hein? Il y a quelque chose de très glamour, de très
de très hot. Là. Et c'est un peu difficile de dire non à ça, ou du moins de quitter ça. En tout cas, moi, j'ai eu un petit vertige quand j'ai quitté. Mais il y a une phrase que tu as dite qui était, à un moment donné, je vais phraser dans mes mots, là, mais grosso modo, ce que tu avais dit dans une conférence, tu avais dit, à un moment donné, d'amener les gens à consommer, puis moi, avoir tellement de pression sur ses épaules pour des choses qui n'ont pas nécessairement besoin, ça faisait plus vraiment de sens, ou c'était de moins en moins dans tes valeurs. Ouais. J'ai envie de t'entendre là-dessus parce que présentement, avec la pandémie, il y a beaucoup de monde qui sont dans cette situation-là. Puis là, nous, c'était de la pub, mais dans plein de domaines, il y a des gens qui sentent qu'il y a comme un écart qui se crée entre leurs valeurs puis leur travail. Mais tu sais, dans ce que tu mentionnais par rapport à un milieu glamour, tout ça, c'est que ce qui est drôle, c'est qu'une fois que tu en sors, tu te rends compte que c'est un milieu glamour entre nous. C'est pas vraiment glamour, la pub, tu sais, ou la création, c'est un genre de bulle bleue qu'entre nous, on s'auto-valorisait. Ouais. Tu sais, t'as des galas entre nous, on se comprend entre nous, les gens comprennent pas. Fait que je me suis rendu compte que finalement, c'est une pression qu'on a créée, tu sais, c'est un micro-écosystème. Puis, même maintenant, là, ça me fait rire, là, on voit des publicités d'institutions financières et tout ça, puis les gens ont tous l'air d'avoir des maisons à $1 million dans les pubs. Il y a une déconnexion, je trouve. Et, tu sais, justement, là, ce que j'avais réalisé, c'est que je vendais des affaires inutiles à du monde que je connaissais pas. Ah oui. Tu sais, c'était ça, cette espèce de déconnexion-là. Puis ça a été mon trigger personnel. Puis je pense pas que le problème était la pub. Je pense pas que le problème était l'industrie de la création. C'était vraiment moi-même. C'était mon enjeu à moi. Je me suis rendu compte que je courais peut-être après quelque chose qui me rendait pas nécessairement heureux. Fait que je ne le mets pas nécessairement sur l'industrie, mais plus sur ma quête personnelle de dire qu'est-ce qui me rend heureux, finalement. Là. Puis là, c'est que je suis tombé dans une réflexion que, OK, là, je pense que je suis vraiment plus malheureux qu'heureux. Puis, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui vient me chercher? Puis, à ce moment-là, je pense que j'avais atteint, du moins dans la petite industrie où on était, une forme de reconnaissance de mes pairs. Je me suis rendu compte que la reconnaissance que j'avais besoin, c'était des reconnaissances de mes frères et sœurs, de mes parents, de mes amis. Puis c'est une reconnaissance qui est beaucoup proche de des valeurs versus que la valeur que tu peux créer. Fait que moi, c'était ça. Proche puis moins proche de l'image, en fait. Ah, vraiment beaucoup, parce que au niveau perceptuel, j'avais plusieurs choses pour être heureux. J'avais une belle carrière, je voyageais beaucoup, j'avais des super beaux comptes. Puis, c'était vraiment des belles années. Mais le contraste, c'était justement lors d'un tournage, je parlais avec mon père après le tournage. Puis, juste compter ma journée, tout ça. Puis, tous les référents culturels que j'avais, il les avait pas. J'ai tourné avec le copain de Rihanna à l'époque. C'était Matt Kemp, un joueur des LA Dodgers. Il dit, c'est qui Matt Kemp? Ben, le chum de Rihanna, c'est qui Rihanna? Je suis comme, bon, OK. Puis juste avant, je suis allé voir un show de Kanye West. C'est qui Kanye West? Fait que tous mes référents qui, peut-être pour nos collègues, étaient intéressants, pour lui, ça n'avait aucun rapport. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je joue aux cartes avec ta nièce. Ça me rentrait dedans parce que je me suis rendu compte qu'au lieu d'être à Los Angeles, dans ce tournage-là, avec plein de gens, j'aurais aimé mieux être en Abitibi, en maison familiale, à jouer aux cartes avec ma nièce. Avoir une proximité, avoir un moment vrai, finalement. Ouais, ou un moment où humain, juste une forme de simplicité. Puis, ce qui était dur, c'est que j'ai travaillé peut-être 25-26 ans à atteindre ça. Je pensais qu'il était ça qui me rendrait heureux. Puis de te rendre là, puis faire comme, finalement, c'était pas ça, mon bonheur n'était pas là. Ça a été ma petite crise, là, mon questionnement. Mais ça résonne tellement parce que on est rodé comme ça depuis qu'on est petit, finalement. T'as raison. Ben oui. OK, tu vas être heureux si tu vas aux études. Tu vas être heureux si tu te maries. Tu vas être heureux si tu achètes une maison. Tu vas être heureux. Quand tu vas avoir ça, là, tu vas être heureux. Puis là, tu l'avais tout. Puis finalement, le vrai bonheur n'était pas là. Ouais, puis non, c'est ça. Il était pas là. Puis, il y a aussi toute une question de maturité. Je pense que j'étais un peu jeune et con quand j'ai commencé en pub. T'es égocentrique un peu plus. T'as moins de connaissances, t'as moins d'expérience de vie. Fait que ça m'appartenait aussi comme individu. J'avais pas fait peut-être cette recherche-là personnelle. Puis, de ralentir, ça te permet aussi de réfléchir un peu plus. C'est une industrie qui est très rapide.
T'es toujours dans un avion, t'es toujours dans une rencontre, dans un resto, dans un hôtel. Fait que t'as pas beaucoup de temps avec toi-même pour t'ennuyer, pour te questionner. Fait qu'il y a ça aussi, une espèce d'ivresse de plein de choses qui se passent, puis de ralentir, de te retrouver avec toi-même, de voyager seul ou d'être en forêt, tout ça. Là, t'es tout seul avec toi-même. Là, t'es confronté avec comment tu te sens. Puis comment que tu le vivais, ça? Est-ce que c'était la première fois de ta vie que tu sentais que, justement, tu t'assoyais en face de toi, en face de ton vide, peut-être, de ton questionnement? Comment tu l'as vécu intérieurement? Ben, je pense qu'à l'époque, ça devait être très brouillon, puis un peu incongru maintenant. Je suis capable de refléter, puis de le rationaliser, là, mais je pense que ça a vraiment plus été un mal-être. Tu sais, tu te réveilles un matin, puis je suis épuisé, on dirait que tu te reconnais plus là-dedans, les petites victoires que tu avais sont plus présentes ou ils ont moins de sens. Puis ça s'est vraiment vécu avec une forme d'épuisement. Tu sais, on dirait que je suis arrivé à un point où que tout a été connecté. Je me rappelle que la dernière publicité sur laquelle j'ai travaillé, j'avais mis 6 mois. Tu sais, en pub, des fois, tu travailles longtemps sur un concept et tout. Puis le client avait juste décliné à la fin, après toute la production, il disait, finalement, on change d'idée. Tu sais. Puis je pense que le budget global de cette campagne-là était près de 2 millions. Puis là, j'ai dit, et c'était jeté aux poubelles? C'était jeté aux poubelles. Puis je disais, on vient vraiment comme de mettre dans le drain, là, 2 millions. Puis je dis, on peut faire tellement d'affaires. Puis j'ai une famille de 6 enfants. En Abitibi, avec une mère au foyer. Mon père travaillait pour le ministère du Transport. Donc, on avait une vie très modeste, mais vraiment beaucoup d'amour, très confortable et tout. Mais quand je contrastais les moyens qu'on avait, puis que mes parents ont eu pour élever 6 enfants, et finalement des moyens démesurés pour faire une petite campagne, finalement, on change. Ça m'a confronté dans mes valeurs personnelles. Puis je me suis dit, est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même? Est-ce que je participe à quelque chose que j'aime? Fait que c'est là que la confrontation intérieure est arrivée. Puis j'ai quitté. Puis ça a été 2 ans de parcours à essayer de me trouver. Tu sais, je me suis dit, je pense que j'aime ce que je fais. Je suis bon dans ce que je fais. Mais la raison ou l'objectif final, me convient pas. Fait que là, j'ai changé d'industrie tout en étant encore en design. J'allais dans le privé. Et là, c'était totalement à l'inverse. Là, j'avais du temps. C'est une entreprise où 9 à 5, des super belles conditions, des assurances, tout ça. Et là, je me suis rendu compte qu'après 2 mois, là, je m'ennuyais. T'ennuyais, ben oui. Ben oui. Là, t'as pas assez de projets, t'as pas assez de trucs. Oui. Et je me rappelle, là, je m'étais inscrit dans des trucs de bénévolat. Là, j'étais vraiment impliqué au niveau communautaire. Puis là, maman était comme, là, trouve-toi un projet. Là, c'est genre, tu me tapes. Canalise ton énergie dans une... Oui. Puis finalement, j'ai fait, OK, c'est pas ça non plus. Tu sais, finalement, mon mal-être vient pas du fait que j'étais occupé. Il venait du fait que c'était l'objectif ou on dit en anglais le purpose. Oui. Il était pas là. Fait que là, j'ai continué à chercher. Puis je me suis retrouvé dans une autre micro-agence qui venait d'être redémarrée par des anciens des agences où on venait. Et eux avaient mis le purpose au centre de toutes les activités. Fait qu'eux autres avaient le tagline à l'époque. Puis c'était anglophone, là, c'était Purpose Drive Profit. Donc, la raison d'être amène le profit. Donc, c'était de dire, est-ce qu'on peut utiliser finalement les dollars marketing pour avoir un impact social, puis faire changer des perceptions, faire changer des mouvements, ces choses-là. Puis là, on dirait que c'était la première fois que j'ai pas besoin de changer. En fait, le talent de communicateur qui m'avait été donné, puis que j'ai hérité, finalement, j'ai pas besoin de changer ça. Je peux juste l'utiliser puis le mettre à profit pour d'autres choses. C'est ça. Puis ça a été un peu le moment pivot où là, tout a décollé après. Parce que là, j'ai compris que la pub, c'est pas le problème, le marketing, c'est pas le problème, la communication, c'est pas le problème. C'est le pourquoi. Qu'est-ce que t'en fais? Exact. Fait que ça a vraiment été révélateur. Puis finalement, j'ai resté là quelques années pour ensuite tomber vraiment dans des projets entrepreneuriaux que là, maintenant, occupent la majorité de mon temps. Puis je suis vraiment heureux de ça. Oui. Mais ça a été un parcours qui était non linéaire, non prévu. Puis ce serait de me donner beaucoup trop de mérite de dire j'ai planifié ces choses-là. C'est arrivé. Mais c'est ce que j'aime aussi parce que, tu sais, des fois, maintenant, bon, t'es quand même reconnu avec Bistide, avec Abitibi Eco. Ça peut avoir l'air facile de faire « Ah oui, OK, il était en pub, il a fait ça. » Puis quand j'aime ça, moi, m'intéresser au parcours parce qu'on voit que non, justement, c'est pas linéaire. Puis c'est
c'est pas un fleuve tranquille, mais en même temps, tout ça t'a amené un élément qui a construit un autre qui t'a amené à autre chose, qui t'amène à où est-ce que t'es aujourd'hui. Suite à cette agence-là, tu as reçu un appel de ton ami d'enfance, si je me trompe pas. Guillaume, qui venait d'aller dans un meeting et sur un coup de tête a acheté des moules de kayak et de canot. Oui. C'est ça. Puis, qui lui aussi était dans une crise de sens, je crois. Exactement. Puis, tu sais, dans tout ça, là, puis Guillaume là, fait partie de processus-là. On est une équipe. Je suis cofondateur de B-Side, cofondateur d'Abitibi & Co. Je suis pas seul. Puis je suis pas capable de faire les choses seul. Je me suis rendu compte que je serais un très mauvais leader seul. Donc j'ai Eliane Cadieux qui est dans B-Side, Guillaume dans B-Side et Abitibi & Co. Puis on dirait que c'est ça qui m'anime d'être avec d'autres personnes, mais jamais ces projets-là auraient pu voir le jour. Puis Guillaume, justement, a vécu la même crise que moi. Et lui était un excellent ingénieur dans l'industrie minière. Il était bon, là. Puis, quête de sens, ça le confronte avec ses valeurs environnementales, ça le confronte sur sa raison d'être, comment il utilise son temps. Puis, il avait acheté un kayak à l'époque. Il est allé visiter l'usine, qui était basée à Nouleskerd. C'est un petit village à côté de l'Abitibi, mais sur les lignes de l'Ontario. Okay. Donc, c'est à peu près à 40 minutes de Rouyn-Noranda, où on est nés les deux. Et Guillaume, quand il est arrivé sur les lieux, il voulait tout simplement donner du temps comme ingénieur. Parce que dans le principe, c'est un peu comme les fly-in, fly-out en mine. Tu travailles 6 mois, puis tu es 6 mois off. Lui, il dit, j'ai du temps. Puis il dit, j'aimerais ça. Exact. Je peux investir, j'aime votre manufacture. Puis quand il est arrivé là-bas, le syndic de faillite avait fermé l'entreprise le matin. Fait que lui, il est arrivé dans une entreprise qui existait depuis 53 ans, qui a fait faillite le matin même. Et lui, il arrive là-bas, tout le monde pleure. C'est une entreprise familiale. Il s'attendait pas à ça. Et finalement, Guillaume, il est un peu casse-cou comme moi. Puis il y a un instinct qui est fort. Puis il s'est juste dit, je vais racheter les moules, puis les trademarks. Puis je verrai qu'est-ce que je fais avec ça. Fait qu'il a été très audacieux parce que c'est lui qui a tout pris les risques au début. Oui. Et il a dit, je vais racheter les moules, tout ça, puis je trouverai des solutions après. Ouais. C'est là qu'il m'a appelé. Fait qu'on était les deux dans une espèce de crise-là, en train de revoir les choses. Puis il m'a dit, je viens d'acheter des moules de canot-kayak. Je sais pas trop quoi faire avec ça, mais je sais qu'un canot rouge, c'est un canot rouge. Puis je vais avoir besoin d'une belle image de marque pour vraiment propulser cette entreprise de plus loin. Mais j'aime ça parce que, tu sais, quand tu fais des choses, puis ça me fait penser à Pastel Fluo, tu sais, quand tu fais des choses un peu... c'est juste ton gut feeling qui parle, mais en même temps, tu as l'impression vraiment d'avoir les deux pieds dans le vide. Ça t'amène je trouve que ça t'amène une force, là, puis tu vas tout faire, tu vas te relever les manches, tu vas déployer ta créativité justement parce que tu veux créer quelque chose à partir de toi. Est-ce que tu sens que le fait que c'était justement, que c'était pas, c'était pas confortable, cette situation-là, est-ce que tu sens que ça a été salutaire pour la façon que vous avez imaginé ce que je trouve au début, non? Okay. À la suite, tu as totalement raison. Là, ça a été probablement une force, un carburant. Mais au départ, j'étais pas prêt à prendre le risque. J'étais encore dans ma transition parce que j'étais comme, j'étais encore confortable dans mon ancien milieu. J'ai un salaire stable, ça va bien. Fait que quand Guillaume m'a appelé, au départ, c'était juste un conseil. Il dit, est-ce que tu peux me référer la meilleure agence ou autre option? Puis là, je fais l'inventaire des options. C'est soit un bureau à l'interne, une équipe interne, mais j'ai dit, t'es pas connu, t'es loin en Abitibi, t'auras pas les meilleurs talents. Ensuite, deuxième, soit que t'engages un consultant qui te bâtit une équipe externe, mais encore là, c'est que là, tu vas comme juste gérer quelqu'un qui gère des gens, puis tu vas avoir de l'argent qui va s'écouler là. Puis la troisième option, t'engages une agence, mais la meilleure agence va coûter très cher par rapport à la taille de ton entreprise. Fait que tu sais, t'es un peu dans un limbo qui est comme, il n'y a pas de très bonne solution. Puis je dis, moi, j'ai du temps. Et là, c'est là que je me cherchais. Tu sais, j'étais dans l'entreprise privée, je savais pas trop quoi faire. Puis je dis, moi, je vais monter ton plan marketing, puis un peu ta stratégie de marque gratuit. Puis si t'aimes ça, tu me paieras ce que tu penses que ça vaut. Et si tu as ton financement, ce qui était aussi dans l'étape où là, il y a les moules, mais il faut acheter une usine, il faut avoir un plan oui, c'est une manufacture, là. Exact. Oui. Fait qu'à l'époque, j'ai pas pris de risque, tu sais, j'ai juste dit, je vais faire ce plan-là gratuit, puis si t'aimes ça, puis si ça t'aide, puis t'as ton financement, à la fin, paye-moi. Puis moi, ça a été une façon de me sentir bien, parce que j'aide, je suis dans ma zone de confort, dans ma zone de talent.
Puis à la fin de tout ça... Pour un purpose qui t'est cher, justement. Ah, puis Guillaume, c'est un humain extraordinaire, là, fait que tu as le goût d'embarquer avec lui. Et à la fin, il m'a dit, est-ce que tu veux pitcher aux investisseurs avec moi? Tu sais, je pense que... Puis à la fin, il m'a juste dit, pourquoi on fait pas ça ensemble? Fait que ça a été comme ça. Mais le vrai risk-taker au départ, là, ça a été Guillaume. C'était lui? Oui, vraiment. Puis moi, ça m'a pris un peu de temps. Puis à un moment donné, on a eu la réflexion parce que j'habite toujours à Montréal. La manufacture est en Abitibi. Et là, dans les débuts, moi, mon rôle était principalement de bâtir la marque, faire la commercialisation. Donc, ça se fait à distance. Mais là, on se parlait tous les soirs. Puis comme, là, on a eu tel bris à la manufacture, tel enjeu, tel truc. Et là, moi, j'avais l'impression d'être une personne qui était dans son salon, qui regardait un film de guerre, puis je voyais juste des gens dans une tranchée, puis... Mais t'étais pas dedans, toi, t'étais pas au combat. Puis là, j'ai dit à Guillaume, je me sens pas bien par rapport à ça, je veux pas me réveiller dans 4 ans, tout est bien, mais on n'a pas passé ensemble. Fait que là, c'est là que j'ai pris la décision de tout quitter et de dire, on va le faire ensemble. Puis je pense que c'était une peur de moi pas me sentir bien, de dire finalement, c'est dans les moments les plus difficiles que finalement les relations se créent, les souvenirs. Donc, c'est là que j'ai fait vraiment le saut. Mais ça a pris un petit bout. Oui, puis en même temps, c'est tantôt quand tu disais de travailler ensemble, j'aurais pas pu faire ça tout seul, mais c'est tellement... je trouve que de travailler en collaboration, puis de s'élever dans nos forces chacun, ça donne tout un autre sens au travail, justement. Fait que là, t'avais ton purpose, mais en plus, t'avais comme toute l'humanité autour de cette cause-là. Puis, oui, puis tu sais, quand tu travailles en équipe avec des superstars, mais des gens qui sont bons dans leur département, là, c'est tellement trippant parce que toi, tu focuses sur ce que tu es bon. Là, après ça, tu délègues les autres. Puis là, ça fait vraiment comme une équipe qui, tu sais, un ensemble de musiciens qui jouent tous des instruments différents, mais incroyable. Tu as comme le feeling d'avoir un show spécial, là, mais c'est un peu ça qui se passait. Puis Guillaume, la journée que j'ai donné ma démission, je me rappelle, m'a envoyé une petite photo de quelqu'un qui saute en bas d'une montagne qui disait, tu sais, si tes rêves te font pas assez peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. Puis ça a été vraiment comme l'image qu'il m'a envoyé comme le matin. T'es capable, tu sais, lâche ta job, on fait ça ensemble. Puis là, ça fait maintenant 7 ans de ça. Si tes rêves sont pas assez peur, c'est que ton projet est pas assez grand. Ouais. Ah ouais. Fait que tu sais, là, t'avais vraiment un peu cette notion-là, puis j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Maintenant, je le sais un peu plus. Mais c'était une super belle ride. Mais impossible que j'aurais enduré ça et passé à travers ça sans Guillaume, sans Eliane et sans ma femme aussi. Parce que, tu sais, on parle très peu des conjointes, là, mais c'est vraiment rock'n'roll, là, émotivement. C'est rock'n'roll à plein de niveaux, puis c'est pas plus rose si t'es employé dans certains jobs, là, mais la réalité entrepreneuriale est quand même... est très rose dans les médias, mais c'est autre chose. Tu as tellement raison. Puis c'est drôle parce que de manière, je veux inviter mon chum comme invité. Parce que mon chum, j'ai tout le temps laissé... je l'ai comme gardé la vie personnelle à part, mais le roller coaster, là, c'est le conjoint qui le vit avec toi. Puis justement, dans les médias, ça a l'air beau... mais ce que tu vis à la maison, puis tantôt, juste avant qu'on enregistre, tu me parlais de l'image de l'entrepreneuriat. Puis j'aimerais ça que tu me le dises là qu'on enregistre, parce que je trouvais ça tellement... en fait, je trouvais tellement que c'était une image qui était juste pour ce qu'on peut vivre comme entrepreneur. Ben, tu sais, l'analogie sur laquelle j'ai tombé pour exprimer justement comment je me sentais, parce que c'est très, très intangible là, d'exprimer comment on vit, c'est d'imaginer qu'on est dans cette pièce-ci, les lumières sont fermées, il y a plein d'objets un peu partout, puis là, tu as une petite balle rebondissante, là tu la lances à plus fort dans la pièce. Fait qu'elle va rebondir un peu partout. Fait que ça, imagine que la balle, c'est ton idée que tu as lancée dans l'univers ou sur le marché, là. Elle frappe tous les trucs, et là, si tu transposes ça sur un graphique, ce que tu vas voir, c'est des super grandes variations, très, très, très courtes au début. Puis après ça, des variations qui sont de plus en plus modérées et qui se ralentissent. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Au début, tu as des bons coups et des mauvais coups aux heures. Oui. Dans la même journée, tu peux passer à travers. Tout à fait. T'sais, nous, on disait, Guillaume et moi, là, à la Blanc, on dit, aussitôt qu'on a signé un beau contrat ou une belle vente de canaux, on levait les bras et là, finalement, on avait une brique aussitôt qu'on se levait les bras. Et avec le temps, tu es capable d'apprivoiser le fait que ça va toujours être comme ça. Il va toujours avoir des hauts et des bas. Mais maintenant, on célèbre beaucoup moins les hauts
Mais on se laisse aussi beaucoup moins affecter par les bas. Et c'est un apprentissage. C'est parce que tu as toujours l'impression d'être incompétent. Tu as l'impression que c'est parce que tu n'es pas assez bon ou tu n'es pas assez expérimenté que tu vis ces écarts-là. Tu te dis, les autres, on dirait que ça se passe bien, mais je pense que tout entrepreneur a un peu un petit canard en soi, là, qui est fier à l'extérieur, mais qui pédale en dessous. Et, puis on n'en parle pas, en fait. C'est dur. C'est comme toute la question, je trouve, de la vulnérabilité. Ouais. Dans un de nos documentaires, notre dernier documentaire sur les entreprises, justement, Rémi Tremblay de la Maison des leaders a amené ça, la force de la vulnérabilité en affaires. Ah, c'est important. Ah, mon Dieu! Puis, en fait, c'est à ça que ça me fait penser, tu sais, d'oser être vrai dans ce qu'on vit, d'oser... Est-ce que t'oses, toi? Ben, j'imagine oui, que... mais il y a des moments pour l'être, des endroits puis des gens. Avec qui l'être, c'est quand même différent. Tu sais, avec ma conjointe, ce qui était merveilleux, en fait, c'est que maintenant, elle avait son entreprise, là, elle s'est partie d'un nouveau projet. Puis là, elle est en train d'elle-même vivre intensément. Ce que toi, t'as vécu. Puis là, c'est bien parce que là, on est capable de vraiment connecter sur des sentiments. Mais avant, elle a juste été présente, aimante et compréhensive. Mais ce que maintenant, elle réalise qu'elle me permis, c'était de 100% focus sur une seule affaire. Parce que ce qui est difficile en entrepreneuriat, c'est la prise de décision. Ouais. Tu sais, à tous les jours, tu dois prendre plein de décisions. Puis, quand tu diriges une entreprise, mais là, plus tu as d'employés, plus les employés te posent des questions, plus tu as des clients, plus tu as des enjeux. Fait que c'est juste de la résolution de problèmes. Ouais. Mais mentalement, c'est tellement épuisant de toujours avoir des questions, qui vient qu'à un moment donné, mais je me suis tenu à juste m'habiller pareil. Parce que même la prise de décision de comment je m'habille, c'était rendu un poids. Quand on allait au restaurant, je disais « apportez-moi n'importe quoi ouais. ». Je commande. Je veux plus. J'étais tellement saturé, j'étais plus capable de prendre de décisions. Ouais. Mais ce que ma femme a fait, qui était extraordinaire, c'est que, exemple, c'est la fête de quelqu'un, elle apportait la carte, puis était comme « c'est la fête de ton frère ». Donc, tu sais, toutes ces petites étapes-là qui fait que quand même, on était un couple uni, que notre cercle social était bien, mais elle me permettait finalement de... Puis ça, ça change tout. Ouais. Parce que justement, la décision de s'habiller, la décision d'aller au restaurant, à un moment, au début, là, maintenant c'est beaucoup mieux, mais c'était vraiment, vraiment difficile. Puis j'ai été très vulnérable avec elle à un moment parce que on avait tout sur la ligne. On avait notre maison, on avait nos actifs personnels, puis c'est pas elle qui a décidé d'être en entrepreneuriat. Ah mon Dieu, je te comprends tellement. Mais on est un couple, on est mariés, ça vient ensemble. Ouais. Donc là, moi, j'avais peur. Tu sais, j'avais un peu peut-être cette fausse perception de l'homme pourvoyeur, d'une fierté, de tout ça. Puis j'avais peur. J'avais peur de... Moi, j'ai pas peur d'échouer. Ouais. Mais j'ai peur que mon échec ait un impact sur les autres. Ouais. Sur ma femme, sur mes amis, sur ma famille. Là, ça, c'est ma peur sur mes employés. Et je lui ai fait peur de ça. Là, j'ai peur de tout perdre. J'ai peur que ça foire. J'ai peur que ça marche pas. Puis elle m'avait juste dit, tu sais, si on perd tout, elle dit ça, puis ça, c'est encore là. Ça a tellement tout descendu la pression parce que là, j'ai senti qu'elle était avec moi vraiment pour les bonnes raisons. Puis j'ai jamais douté de ça. Mais là, c'était comme le rappel de dire, hey, je m'en fous, tu sais, mets-toi pas une pression additionnelle. Ouais. Moi, je suis correct. Puis ça, là, ça a tout changé. Ça a été le pivot, en fait, sur mon état d'esprit, sur ma vulnérabilité, sur la ligne fine de santé mentale. Oui. Tu sais, je pense que j'ai eu la chance de ne pas bifurquer ou de tomber de l'autre côté, mais je l'ai certainement... Ah, oui, tu l'as effleuré à... j'ai marché sur la ligne, ça, c'est sûr. Oui. Puis juste pour revenir, parce qu'on est en vidéo, mais en audio aussi. Fait que juste pour dire, dans le fond, aux gens qui écoutent en audio... Ce qui a fait la différence, c'est qu'elle disait que ce qu'il y a dans ta tête, ce qu'il y a dans ton cœur, il n'y a rien qui peut ébranler ça. Finalement, exact. Ça va toujours rester. Parce que tu as fait le signe, mais... Oui, c'est vrai, tu as raison. Je dis, pour que les gens comprennent bien. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que tu te rends compte que c'est vrai. Tu sais, au final, là, oui. Tu sais, parce que il y a toujours un moment là, où que tu dis... Hey, on calisse tout ça là, on sac ça là, puis on fait d'autres choses. Ouais. Puis on dirait que tu viens de te libérer. On serait-tu bien tenu sur une plage, là, genre à rien gérer? Au Costa Rica, ça y a une petite beach house. Puis au pire, on se part un stand de bananes, ça va être drôle. Là.
Mais tu ramènes, puis finalement, ben là, tu sais, ta surcharge de travail, tu dors un peu mieux, puis là, ça se passe bien. Mais oui, j'ai vraiment une partner avec moi. Ouais. Puis cette partner-là, ben, je l'ai aussi dans mon entreprise, tu sais. Eliane, c'est une pilier extraordinaire. Puis je pense que ça, c'est à ne pas négliger, tu sais, de pouvoir s'appeler le soir. Ouais. Puis ta journée, comment ça s'est passé, de ventiler, de partager, c'est quand même... moi, j'admire les gens qui font ça seuls parce que j'aurais pas cette force-là. Oui, de sentir que tu es vraiment en équipe là-dedans, tout à fait. Puis tu as raison, tu sais, juste de se dire, et si je perdais tout, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Parce que moi aussi, Pastel Flow, c'était sur ma marge de crédit hypothécaire. Tout était topé, là, à un certain moment donné, là. Mais justement, tu sais, si je perds tout, ben j'aurais appris, j'aurais évolué. Exact. Puis j'aurais grandi de ça, puis ça va être dans mon petit baluchon au final, puis ça va me permettre d'être encore plus forte. T'sais. Exact. Puis, tu sais, des fois, on se met de la pression qui est un peu unfair envers nous, là. Ouais. Moi, mon obsession, en ce moment, c'est B-Side. C'est de s'assurer que ça fonctionne, que tout passe, mais c'est omniprésent dans ma vie. Par contre, c'est pas omniprésent pour les gens qui nous suivent et qui nous aiment. Tu sais, des fois, on a tellement peur. On dit, mais là, les gens ne se lèvent pas le matin en disant, bon, ce matin, qu'est-ce que B-Side a fait? On va regarder. C'est comme, heureusement et malheureusement, c'est comme, si tout ça plante, ben, il y a des gens qui vont être malheureux, mais il n'y a pas personne qui attend. On n'est pas en train de regarder une game du Canadien et de dire, oh, là, c'est passé. Il y a d'autres personnes qui vont pouvoir combler ces besoins-là, puis toi, tu vas pouvoir combler ce besoin que tu apportais dans B-Side autrement, puis à ta façon. Mais tu as tellement raison, on se met tellement de pression en disant, des fois, tu sais, sur les réseaux sociaux, genre, si je publie pas, là, quelque chose, genre sur la page Facebook ou un partage, il me semble, les gens, ils vont-tu, peut-être qu'ils auraient besoin d'être nourris, mais on se met-tu la pression? En tout cas, moi, j'ai jamais que, même les marques que j'aime beaucoup, je suis pas en train de souper le soir de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'Yvon Chouinard à Patagonia aujourd'hui on fait, je vais aller voir. Puis c'est un message, en plus, en tout cas, je trouve que B-Side et Pastel Flow, on prône justement ça, tu sais, le ralentissement, tu sais, de demander si t'as pas d'énergie, ben relax, puis justement, va dans le bois, prends une marche, c'est ça qui est juste. Mais, des fois, hein, c'est comme un peu la pression qu'on se met en tant qu'entrepreneur en arrière de ça par rapport au message véhiculé, c'est comme une... ah oui, puis cette pression-là... Pas une incohérence, mais en fait, on est fait de paradoxe. De paradoxe. Mais le paradoxe, c'est... nous, on essaie de vivre avec. Parce que, tu sais, le paradoxe de dire, de passer 40 heures semaine devant un écran, dire aux gens comment c'est important de reconnecter avec la nature, c'est un paradoxe. Oui. Par contre, il y a aussi une notion de passage obligé. Tu sais, tu peux pas créer des nouvelles choses, des nouveaux projets, sans avoir une portion de travail, une portion d'innovation, une portion de... Fait qu'il faut pas se mettre la pression non plus de dire hey, je suis le cordonnier mal chaussé ou on respecte pas ce qu'on dit ou tout ça. Non, il faut juste être capable d'accepter dans quelle phase on est. Puis aussi de recadrer qu'est-ce qui est une perception, qu'est-ce qui est une attente, qu'est-ce qui est une réalité. Puis tu sais, probablement que c'est la même chose... des parents, là, gérer, d'être présent pour tes enfants, présent pour ton conjoint, ta conjointe, présent pour les amis, pour ta... on a tous une pression, c'est pas juste l'entrepreneur, là, c'est tout le monde dans nos vies. Là, fait que après ça, c'est de faire l'équilibre et de la paix avec le fait de... notre to-do list, là, elle est infinie. Tout à fait. Si tu veux passer à travers ta to-do list, ben, tu vas travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Ben, fais juste à repousser le lendemain. Oui, c'est le lâcher-prise qui est parfois, par contre, tellement plus facile à dire qu'à faire. Pas évident. Non, c'est ça. B-Side, justement. Donc là, on a parlé d'Abitibi & Co. Mm-hmm. Quelques années plus tard, il y a eu un besoin qui t'a amené à vouloir créer ce média-là. Oui, encore une fois, c'est quelque chose qui est arrivé un peu, il y avait un mélange d'instinct, un mélange de besoins. Puis, dans Abitibi & Co, Eliane, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. C'était ma première employée quand j'avais une agence. Oui, une petite agence avant Sidley. Oui. Fait que, on travaille ensemble depuis 12 ans. Donc, on a travaillé ensemble chez Sidley, on a travaillé ensemble dans les autres agences. Donc, on a littéralement travaillé ensemble pendant 12 ans. Puis, c'est elle qui a bâti toute la marque Abitibi & Co. Et elle n'était pas associée. Puis, finalement, ensemble, on s'est rendu compte que
on vendait pas nécessairement une embarcation. On vendait la possibilité de passer du temps seul avec ton chien sur l'eau, d'aller finalement avoir accès à une paroi d'escalade qui n'est pas accessible hors que par les voies navigables, de passer du temps en famille, en canot camping. Donc, c'était pas tant le produit, c'était le moment. C'est le moment. Que ce produit-là te permet de faire. Exact. Et là, avec ça aussi, venait aussi tout un questionnement sur nos modes de vie, parce qu'on dit, ben, c'est un peu relié aussi à comment on mange, comment on vit, où on habite, comment on élève nos enfants. Et ce fil rouge-là, finalement, qui connecte tous ces questionnements-là, était inexistant. Ouais. Puis les médias ont été bâtis sous forme de spécialisation. Donc, t'aimes le yoga? Je vais te parler de yoga, tu vas lire sur le yoga, tu vas juste faire du yoga. Fait que t'es une personne unilatérale. Et là, finalement, on va faire comme des médias de yoga, de pêche, de construction, de peu importe. Là. Et au final, ça bénéficie seulement les annonceurs. Oui. Parce qu'on n'est pas des personnes unilatérales. Tu sais, un petit 25% de ci, 5% de ça, 1%, peu importe. Là. Donc, B-Side est né. Tout le marché est fait en fonction des annonceurs. Exactement. Puis on le voit, tu sais, les algorithmes servent à targeter les gens qui aiment vraiment précisément un truc. C'est vrai, vous êtes tellement à l'encontre de ça. Vas-y, continue. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'on a dit, ben, on pourrait juste créer un média, une publication qui rallie, tu sais, tous ces sujets-là et qui est un média de réflexion qui fait juste. Parce qu'on se posait plein de questions. On n'avait pas beaucoup de réponses. Puis encore, tu sais, on a beaucoup de réflexions. Et le premier numéro était sous Abitibi & Co. Parce que le but, c'était vraiment de juste élargir notre communauté puis de parler d'autres choses que des canots et des kayaks. Et nos investisseurs à l'époque ont dit, ben nous, on est une manufacture de fibres de verre. On n'est pas un média. On fait pas... fait que nous, on n'embarque pas là-dedans. Donc, c'est là le grand risque qui s'est fait. On a dit, parfait, on va l'autofinancer nous-mêmes. Donc, on a créé une autre entreprise. Et là, on l'a mis sur nos cartes de crédit. Et là, on a parti B-Side. Et on y croyait vraiment, vraiment. Puis, c'était à contre-courant parce qu'un média imprimé, c'est quand même très difficile à rentabiliser. On n'avait pas de publicité traditionnelle, donc il n'y a pas de pub. C'est ça. C'est que seulement des partenariats de contenu qui sont validés et faits avec des journalistes. Donc là, on était à contre-courant partout. Exactement. Et B-Side pensait pas que je vais faire faillite au moins 4-5 fois. Tu sais, à plein de niveaux, au départ. Oui, parce que tu réinventes le modèle, puis déjà, c'est un média qui est un peu en voie d'extinction. Exact. Donc, oui. Fait que là, le premier grand défi, c'est qu'on a créé le magazine. Là, Catherine Métayer, qui est notre éditrice en chef, s'est jointe à nous. Une personne extraordinaire, qui a une vision incroyable, qui était capable de traduire... dans une ligne éditoriale forte, un peu cette espèce de mal-être intérieur. Puis tu sais, mon mal-être, c'est que j'ai un pied dans le bois, j'ai un pied dans la ville. Oui. Mais je peux pas choisir. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de choisir. Tu sais, cette dualité-là, finalement, devient aussi un éventail, tu sais, qui est plus large. Et je trouve qu'en regardant B-Side, c'est justement, c'est au-delà de reconnecter l'humain à la nature. C'est au-delà, c'est une... Ben, tu l'as dit tantôt, c'est d'amener des réflexions, c'est de déposer comme une bûche dans le feu de camp, puis d'ouvrir le dialogue. C'est sur une philosophie de vivre autrement, d'être en union. T'as raison, c'est comme tellement plus large, puis il n'y en avait pas de médias qui répondaient vraiment à ce besoin-là, mais dans cette... Moi, ce que j'aime, là, vraiment, là, c'est que je sens que c'est ça, vous amenez pas de réponse. Puis ça me rejoint beaucoup aussi avec Pastel Flow. Tu sais, moi, mon but, c'est d'inspirer, de dire, ben voici ce que fait du bien à telle personne. Si ça fait du sens pour vous, faites votre chemin là-dedans. Puis, mais c'est pas moralisateur. Puis on est tellement dans une époque, surtout avec les réseaux sociaux, où c'est blanc ou noir. Puis c'est polarisant. C'est polarisant. Et c'est ce que j'aime de B-Side, c'est que vous... Ouais, c'est vraiment cette image-là d'amener une bûche dans le feu. C'est une belle image, je l'avais jamais entendue, puis c'est très bien dit. Et ce qu'on essaie de faire, principalement, c'est créer de l'espace. Fait que créer de l'espace mental, créer de l'espace de discussion, créer de l'espace médiatique. Parce que dans la polarisation, justement, c'est ça ou c'est ça. Puis là, tu parles finalement à nos émotions. Puis là, finalement, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de réactivité et c'est démobilisant. C'est pas ça qui amène le changement. Non. Souvent, on paralyse, tu sais, quand les émotions sont négatives. Oui. Nous, on a décidé de prendre une autre voie qui est un des aspects du changement, qui n'est pas la seule solution, mais qui était de dire, nous, on va être pour quelque chose versus contre quelque chose.
Tu sais, je donne un exemple. Si je suis pour l'environnement, ben je pourrais, ma démarche, ça pourrait dire, je vais juste me battre contre les minières. Parce que là, les minières, ça détruit, puis là, c'est dur pour l'environnement. Puis là, finalement, t'es juste dans un contre-courant. Puis là, c'est juste l'énergie négative. Puis là, t'essaies juste de trouver les problèmes. Et c'est dur, ça draine. Ça draine d'énergie. Ben oui. Puis la réalité, c'est que tu as besoin d'une lumière pour ton auto, pour ton téléphone, pour le mode de vie. Donc, est-ce que l'objectif, c'est juste de se battre contre? Peut-être, on a besoin de ça, mais nous, on décide de dire, ben, je peux être pour l'environnement. Et là, quand tu es pour, là, tu es de bonne humeur, tu es positif. Si tu es positif, les gens sont à l'écoute. Là, les gens embarquent. Fait que là, on s'est juste rendu compte que le positivisme, du moins, est un petit peu plus fédérateur. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de créer de la nuance. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'il n'y a pas de réponse encore. Sur plein d'enjeux. Juste la transition énergétique. Si on veut vraiment faire une vraie transition énergétique, il va falloir passer par le nucléaire. C'est confrontant, mais si on veut vraiment se rendre, donc là, il faut être capable d'écouter, être capable de se questionner sur plein de choses. Puis je pense que si on ouvre juste un peu nos horizons, ben là, finalement, il y a une discussion. Fait que ça, c'est un peu notre objectif. Oui. Puis la dernière chose, mais c'est de le faire d'un point de vue qui est inspirant puis aspirationnel. Ça vient du côté de la pub. Oui. Parce que des marques, exemple, comme Nike, ben les gens, ils suivent Nike parce que, tu sais, eux autres, ils vendent une meilleure version de toi-même. Oui. Ils parlent à ton instinct intérieur de toujours de t'améliorer. Oui. Et des organismes souvent à but non lucratif qui ont des super belles valeurs, qui ont une nécessité, mais souvent n'ont pas cette espèce d'image-là qui fait comme j'ai le goût d'avoir un T-shirt de mon organisme local. De mettre en mouvement. Exact. Fait que si on mélange finalement la mission, souvent de plusieurs organismes, le type d'opération, mais avec des tactiques et une vision qui est plus aspirationnelle, qui parle à notre désir de changement, de mouvement, c'est un peu l'espèce d'équilibre qu'on essaie de créer. Puis de là, après ça, on a tout évolué un modèle d'affaires parce que quand je parlais qu'Ebisa est passé proche de mourir plein de fois, là, oui. On a lancé le magazine et la première embûche qu'on s'est frotté, en fait, c'est la distribution. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait imprimé 10 000 magazines et on avait signé une entente avec un grand distributeur qui distribuait au Canada, aux États-Unis, partout. On dit hey, c'est réglé, c'est vraiment comme parfait. Et quelques semaines, mois avant le lancement, il nous a rappelé, on dit bon, parfait, on va juste commander 300 copies. On dit ben pourquoi? On dit ben vous êtes nouveau, on va tester. Puis finalement, tu sais, nos marges, c'est on prend 50% de vos revenus. Puis si vous êtes un excellent magazine, c'est 30% qui va être vendu. Hein? Fait que là, si tu fais le calcul, même si ils avaient distribué les 10 000 copies, ça fait qu'il y en a juste 3 000 qui sont vendus. Puis sur les 3 000, on a juste les revenus de 1 500. On n'a pas de pub traditionnelle. Non, on peut pas survivre. Et là, je me rappelle, là, j'étais un peu en genre de panique. On disait les hauts, les bas. Oui. Là, t'es comme, yes, on a une distribution internationale. Ah, ça vient avec ça. Ils l'ont dit, on fait faillite. On va être obligé de payer nos magazines. Puis c'est sûr qu'on ne sera pas... Donc, mais c'est ça qui t'a amené à penser outside the box, à déployer ta créativité. Ah, ben là, ça roulait. Fait que là, finalement, je me rappelle, on s'est battu, c'est un grand mot, mais tu sais, négocier. Puis il m'a vraiment littéralement dit en anglais, là, c'est un Américain, il dit m'a te laissé aller, petit fatigant, là. Il dit tiens, votre contrat, il est résilié. Et là, le lendemain, on dit on part un Kickstarter. On va expliquer c'est quoi l'enjeu de distribution. Il faut que les gens connaissent ça, que finalement, tu sais, 70% des magazines que tu vois sur les tablettes s'en vont aux poubelles. Oui, puis surtout, en plus, avec la mission de B-Side, tu sais, de reconnecter l'humain à la nature, ça fait aucun sens. C'est la première grande incohérence. Exact. Puis le but, c'est aussi que les gens lisent. Oui. Le but, c'était pas de faire un magazine pour juste distribuer. Oui. On veut que les gens tu fais le magazine pour les gens en premier. Exact. Ouais. Fait que là, on a parti un Kickstarter. Je pense qu'on a levé un peu plus de 20 000 $. Fait que là, on fait OK, finalement, les gens, ils sont intéressés. Et on a fait un premier lancement à Montréal. Et là, il y a eu, je pense, 300 personnes, en fait. On n'est pas tout seul. Et tout le monde qui était là, personne ne se ressemblait. Il y avait différents âges, il y avait différentes provenances de milieux différents, de quartiers différents, de jobs différents, mais il y avait comme cette espèce de connexion humaine qui était vraiment... Puis là, on a fait, OK, je pense qu'on tient quelque chose.
Et là, on n'avait toujours pas, là, on avait vendu 300 magazines ce soir-là. Puis on avait les gens qui avaient acheté sur le Kickstarter, mais c'était quand même marginal sur le coût total. Et on a trouvé une solution sur un coup de tête. On a dit, on va louer un Winnebago. On va mettre tous nos magazines dedans. Oui. Puis on va partir de la Nouvelle-Écosse. Puis on va traverser le pays. Puis on va nous-mêmes le vendre, notre magazine. Puis à l'époque, Mountain Equipment Co-op voulait collaborer avec nous. Puis j'ai dit, hey, on avait une super idée, c'est planifié depuis longtemps. On fait un road trip. Est-ce que vous voulez le commanditer? On vous apporte des images. Puis mais tu sais, ça a été décidé le matin même. Ah oui. Puis ils ont embarqué. Et là, finalement, c'est là que B-Side a complètement pris racine parce que ce road trip-là, finalement, on a vendu tous nos magazines. On avait une équipe à Montréal qui était au téléphone. On appelait des petits cafés à Calgary. Notre équipe arrive dans 2 jours. Est-ce que vous voulez acheter des magazines? Fait qu'on a tout vendu comme ça. Mais en même temps, on avait des journalistes et un réalisateur, Julien Robert. On avait Catherine Bernier qui était photographe et qui est exceptionnelle. Puis, on était ce petit groupe-là d'humains qui se connaissaient pas. Puis, on a traversé 30 jours dans un VR. Ça a été exceptionnel. Mais là, on a rencontré finalement notre communauté tout le long. Et là, finalement, notre ligne éditoriale a vraiment évolué. Exact. Le contenu numérique, le contenu vidéo, c'était un laboratoire extraordinaire. Et là, on a fait, OK, on tient quelque chose. Il y a beaucoup de gens comme nous, puis il faut faire quelque chose avec ça. Et là, de là, ça a été une course pendant 2 ans à trouver un modèle d'affaires qui est pérenne. Puis c'est pas évident. Ouais. Fait que ça a été un peu la courbe. Mais tu vois, ce qui résonne dans ce que tu viens de dire, c'est que vous étiez cette petite gang-là, mais votre purpose était tellement fort, vous y croyez tellement. Puis j'avais David Côté, le dernier, qui est venu, puis qui disait, quand tu y crois là, à ton projet, là, puis tu as les étoiles dans les yeux, là, ça transparaît, puis c'est ça qui fait en sorte qu'un projet peut marcher finalement, parce que tu l'avais dans le ventre, tu l'avais dans le cœur. Oui, puis les autres, l'équipe l'avait aussi. Oui. Tu sais, que je ramène à l'équipe, là, c'est que moi, au final, là, je suis juste un chef d'orchestre. Je sais pas jouer de la musique. Tu sais, je suis pas un musicien. Fait que je suis la personne qui a le moins de connaissances puis d'aptitudes dans mon équipe. Mais mon rôle, c'est de trouver les meilleurs humains qui ont tous ces talents-là et ces aptitudes-là. Et de faire jouer l'orchestre ensemble. Exactement. Oui. Puis, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dès le départ, il y avait des humains extraordinaires, avec des talents extraordinaires qui se sont joints à l'équipe. Tu sais, en commençant avec ma cofondatrice Eliane, mais suivant avec Catherine, notre éditrice, après ça Julien, Catherine Bernier, il y a eu Élise à l'époque. Puis là, finalement, ça a grandi, puis ça a évolué. Et on a fait plein de tests. Ça a été un 2 ans de laboratoire. Tester, est-ce qu'on avait une micro-agence de contenu? Après ça, est-ce qu'on inclut plus de partenaires? Est-ce qu'on fait de l'événementiel? Fait que ça a été un laboratoire vivant, mais grâce à ces personnes-là qui ont dit « Ah, nous, on prend le risque parce qu'eux aussi prennent le risque de travailler avec nous sur ce projet-là. » Oui, puis tu vois, ce que j'aime avec B-Side, c'est que quand tu regardes, tu sais, le magazine, c'est un magazine papier, hein, on l'a dit tantôt, qui est déjà à l'encontre, mais il est beau, il est juste au toucher, tu as envie de le garder en fait chez toi, tu n'as pas envie de le jeter, ce magazine-là. Le temps s'arrête, je trouve, quand on lit ce magazine-là, on est comme au chalet, là, puis on s'assoit, puis on se dépose. Puis ça fait du bien parce que je trouve tellement que c'est ce que notre monde a besoin. Donc, tu sais, c'est la philosophie de B-Side, mais c'est aussi, je trouve, juste dans la façon, dans l'objet, vous avez intégré la philosophie directement. Oui, puis c'était important il y a aussi toujours cette dualité-là entre le contenant-contenu, mais aussi ce qu'on appelle l'effet mini-wheats, là. Tu sais, d'avoir du blé entier, mais qui a un peu de sucré dessus, là. Parce que dans notre... maintenant, en fait, puis même depuis longtemps, c'est que tout ce qui est très beau et attirant, souvent, est un peu vide et pas très bon, tu sais. Tout à fait. Fait que, tu sais, le grand mouvement porno global, tu sais, le food porn, le cabin porn, tout ce qui est porn, là, finalement, c'est comme c'est attirant, c'est beau, mais finalement, ça te rend un peu plus vide à l'intérieur après, là, tu te sens mal. Et à l'inverse, des trucs qui sont très, très, très pertinents. Tu sais, des bons ouvrages, des bonnes recherches, du contenu qui est pertinent. Des fois, ça manque un peu de givré pour que ça soit attirant. Oui. Tu sais, tu vas vouloir écouter un super bon documentaire suédois, puis en fait, tu le repousses tout le temps, puis ça va être beaucoup de blé entier. Là. Ça va être dur à digérer.
Donc, ça a été, dès le départ... Ce mariage-là... Ouais, faut que ce soit aussi beau que bon. Ouais. Et ça, c'est difficile, mais une fois que tu atteins ça, c'est trippant parce que il y a plein de gens qui l'achètent parce que c'est beau. Ouais. Ils se rendent compte que c'est bon. Et là, finalement, c'est vraiment trippant. Puis à l'inverse, les gens qui l'achètent parce que c'est bon font comme « Hey, ça fait du bien parce que c'est beau. » Oui. Donc... Oui, puis je trouve que c'est... ça l'amène... Ben, tu sais, puis Pastel Flow, c'est un petit peu ça aussi. C'est le contenu, mais je voulais qu'il y ait une poésie dans les images. Tu sais, puis c'est souvent ce que les gens disent « Mon Dieu, ça fait du bien, on se dépose. » Mais c'est comme si ça nourrit la tête, mais ça nourrit le cœur, ça nourrit le corps. C'est ça, ça vient comme... C'est comme dans un autre espace, la façon qu'on consomme ça, je trouve, qu'on le reçoit, puis qu'on l'intègre, puis qu'on le déguste. Puis, tu sais, déguster, là, justement, ça prend à peu près 4h30, 5h, passer à travers un B-side au complet. Oui. Mais souvent, ça va prendre plusieurs mois, tu sais, parce que tu vas prendre un café le matin, je vais lire un article, prend 10 minutes, 15 minutes. Cet article qui t'amène à réfléchir. Exact. Et là, tu mijotes, là. Tu sais, souvent, là, nous, notre but, c'est de dire, est-ce que tu connaissais ce sujet-là? Et voici à quel point c'est complexe. Là, t'es comme, petit maudit, là, tu viens de me laisser avec un dilemme parce qu'on donne pas la réponse. Puis, il y a différentes voix, différents journalistes, différentes approches. Puis, cette réflexion-là, puis, tu sais, on s'est rendu compte que si tu veux changer une société, faut que ça passe par l'éducation, faut que ça passe par la réflexion, puis souvent, les grands sages, puis les elders dans les communautés autochtones, mais souvent, c'est des gens qui prennent beaucoup de temps, qui parlent pas beaucoup. Et cette notion-là de prendre le temps est importante pour nous parce que sur nos téléphones cellulaires, même sur Internet, avec nos ordi, on a un déficit d'attention. Oui. On n'est pas capable de lire 20 minutes de temps. Oui. Mais c'est important de le faire. Fait que c'est pour ça aussi l'ouvrage papier. Oui. Il y a une notion de dire, prends le temps. Puis si tu veux vraiment avoir une réflexion qui est profonde, mais ça va prendre plus qu'un petit article de 2 minutes. Fait que... Ben, je suis tellement d'accord. Puis quand tu dis que le changement va venir de l'éducation, ben ça me fait penser aussi au Festival B-Side. Ça l'ancre. Le Festival B-Side, c'est ce partage-là de connaissances ancestrales qu'on oublie là, tranquillement. Là. On est quand même dans les... Tu sais, moi, mon grand-père était bûcheron, là, mais mon père l'était pas. Puis, fait que, tu sais, tranquillement, ça se perd. Puis, j'ai envie de faire un lien avec le Festival B-Side. Dans le fond, c'était... J'imagine que c'est un petit peu ça, la mission derrière le festival. Oui, puis c'était de faire vivre l'écosystème du magazine. Tu sais, le magazine, c'est une chose, mais comment que cet univers-là, tu le vis? Oui. Puis... dans le concret. Vraiment. Puis aussi de montrer, tu sais, comme une belle des ailes d'oiseau, tu sais, quand il prend tout son éventail, là, tu sais, de montrer finalement la diversité des sujets, des contenus, mais à quel point c'est cohérent tout ça ensemble. Parce que B-Side, c'est vraiment un média qui est à l'intersection de nature-culture. Oui. On n'est vraiment pas plein air. Le plein air, c'est un élément de la nature, mais ce n'est vraiment pas le centre. Et à l'inverse, la science, c'est un élément du côté culture et aussi du côté nature. Et l'art, c'est une portion de la culture, mais c'est pas tout ça. C'est vraiment cette intersection-là. Fait que c'était un bon moment de montrer que dans une même heure, tu pouvais aller écouter une conférence de Pierre Thibault. Ensuite, une conférence sur l'architecture, sur un autre de John Rentoul Russell sur le canage et la préservation des aliments. Ensuite, aller vivre un atelier avec des gens qui vont montrer comment bâtir un abri de survie. Ensuite, aller apprendre à pêcher à la mouche. Ensuite, finalement, aller faire la planche à pagaie. Donc, tout ça en même temps. Puis c'était de dire, ben, tu sais, la nature, ça n'a pas besoin d'être grano, puis ça n'a pas besoin non plus d'être en effort physique ou en exploit physique. Puis la culture, ça n'a pas besoin non plus d'être inaccessible, ça n'a pas besoin d'être non plus pincé, puis ça n'a pas non plus besoin d'être si complexe. Ça peut être... Fait que ce mariage-là, fait que nous, on a décidé que la culture, en fait, on dit créer des ponts entre l'humain et la nature, là, c'est notre... Le pont, c'est la culture. C'est la culture. Ben oui. Parce que le pont, c'est... La culture, c'est... Je crois, un peu comme les émotions, c'est un langage qui est universel. La culture, ça parle à tes émotions, ça parle à ta tête, ça parle à ton corps, ça parle à... Puis, tu sais, quand on fait des canaux-concerts, ben, tu sais, ce qu'on fait finalement, c'est de dire est-ce que tu aimes la musique? Oui. Est-ce que tu aimerais ça voir Béris? Oui. Parfait. Ben, il y a un show à soir, on est juste 30. Voici l'adresse. Puis finalement, tu es en forêt. Fait qu'au lieu de te dire, veux-tu être en forêt? Tu es comme, ah non, je suis pas tant nature. Ben, tu passes par
L'intérêt, la passion. C'est la même chose avec la nourriture, tu sais, de se questionner sur l'agriculture, sur se questionner sur ce qu'on consomme, tout ça. Fait que vraiment, la culture devient un peu notre pont. Oui. Qu'est-ce que les gens t'ont rapporté? Parce que, tu sais, de vivre l'expérience du festival, de vivre l'expérience de la nature, surtout que j'ai l'impression que B-Side répond beaucoup à une clientèle urbaine aussi, qui a comme un besoin de connexion, qui a un besoin de retour vers le vrai, l'essentiel, l'air pur. Qu'est-ce qu'ils t'ont rapporté, ces gens-là, qui avaient peut-être pas vraiment de contact ou que c'était leur premier contact? Oui. On a eu plein de feedback super intéressant. Premièrement, le fait qu'il y avait des urbains puis des non-urbains. Oui. Parce que ça, c'est intéressant aussi parce que quelqu'un qui opère une ferme, c'est dommage pour cette personne-là que l'urbain ne sache pas exactement d'où provient son poulet. Puis que finalement, le poulet, il y a aussi une notion de tu sais, faut que tu l'abattes ton poulet. Oui. Fait que tu sais, finalement, de dire, la personne qui habite en campagne ou dans un milieu rural ou qui participe finalement à notre agriculture, notre processus alimentaire, de pouvoir connecter avec un urbain qui est déconnecté de ça, mais qui est peut-être connecté avec autre chose. Fait que ça a été la première chose de voir. C'est un autre pont. C'est un autre pont. Fait que là, des gens qui... l'autre chose, ça a été vraiment de voir, en fait, tous les gens apprendre plein de choses. Ça, c'est comme des micro-classes. Fait que tu sais, tu tournes, tu vois, là, il y a quelqu'un qui apprend comment les rudiments du surf sur un tableau. Tu tournes de bord, il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre l'herboristerie. Tu tournes de côté, il y a quelqu'un qui apprend même la chasse. Tu sais, des trucs qui étaient qui peut être un peu créer des pas une polémique, mais tu sais, controverse. Oui, c'est ça. C'était pas vraiment une bonne presse, là, présentement. Oui. Mais c'est important d'en parler, c'est important d'avoir ça. Fait que je pense que c'est ça que les gens nous ont plus rapporté, c'est de dire c'était le fun de voir la diversité de sujets, de voir tout ça en temps réel, mais surtout de participer très rapidement à tous ces apprentissages-là, tu sais, de passer aussi de quelque chose de très cérébral à quelque chose de très tactile. Oui, de le vivre dans le concret. Exact. Tout à fait. Puis, c'est fou parce que tout ça, là, c'est la base, finalement, de la vie. Puis c'est comme, on n'apprend pas ça à l'école. Non. Les enfants, en présent, sont complètement déconnectés de ça. Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir un endroit en nature, puis je regarde mon gars dans le bois, là, puis je peux juste l'observer, là. La semaine passée, là, j'étais dans le banc de neige, là, puis je l'observais juste jouer dans les arbres, puis mais je me disais, Jacob, tu savais comment que t'es chanceux d'avoir accès à ça, tu sais. Les enfants ont beaucoup moins cette connexion-là, puis je trouve que ça a tellement de sens, surtout même avec ce qu'on vit, la pandémie, tu sais, d'offrir ces espaces-là, d'offrir ces connaissances-là, de revenir, puis on le voit, la pandémie, puis on peut peut-être faire un lien vers la pandémie, ça a dû tellement donner de l'oxygène au message de B-Side, au message que tu portes, à cette mission-là de reconnecter. C'est comme si B-Side était un peu campé dans le futur. Oui. D'une certaine façon. Oui. Un peu plus marginal, mais bien que notre approche était plus grand public, le positionnement était un peu marginal. Et là, la pandémie nous a catapultés dans le présent. Tout à fait. C'est vraiment ça qui s'est passé. Ouais. Donc, là, les gens, finalement, ont fait « Hey, j'ai le goût de savoir comment faire mon jardin, là. Faire mon pain. » Tout le monde a fait du pain. Oui. L'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire. Tu sais, quand t'entends ton gouvernement parler de protectionnisme alimentaire, on devrait peut-être finalement produire un peu plus de légumes, de pouvoir avoir des porte-paroles comme Jean-Martin Fortier qui dit on devrait peut-être avoir un changement au niveau des tarifs d'Hydro-Québec. Et là, finalement, Hydro-Québec applique ça. On voit tout ça en temps réel. Là, notre société est en train de changer. Finalement, on a vraiment gagné du temps. Oui, puis l'autre ça l'accélère vraiment le changement. Oui. Puis on a décentralisé tout depuis la révolution industrielle. Tu sais, avant, un quartier, c'était vivant. Tu avais des travailleurs, tu avais une école, tu avais les lieux où les gens habitaient, tu avais les lieux où on mangeait, tu avais tout ça. Mais là, maintenant, on a tout décentralisé. Ouais. Tu as une centralisation des lieux de travail, fait que les industries. Après ça, tu as la centralisation des commerces. Fait que là, tu as un quartier 10-30. Après ça, tu as une centralisation de lieux pour acheter ta nourriture, des grosses épiceries. Après ça, tu as une centralisation des lieux pour dormir, les banlieues dortoirs. Après ça, tu as une centralisation des lieux pour travailler sur ton ordinateur, le quartier des affaires. Tu es complètement déconnecté
Puis là, tu prends ton char pour te promener entre tout ça. Fait que là, finalement, on fait des villes pour les voitures. Fait que là, tu fais des rues plus larges, tu fais des billboards plus larges, tu fais des enseignes plus larges parce qu'il faut que tu vois ça en voiture. Et finalement, l'humain, ben, il est où là-dedans, tu sais? C'est déshumanisé. Exact. Fait que là, on a comme réfléchi, puis tu sais, Bissa de déménager à son bureau dans Rosemont, qui est un quartier, justement, où il y a un équilibre, tu sais, entre tout ça. Puis on le voit, finalement, à quel point c'est positif de croiser des enfants qui vont à l'école le matin quand on rentre au boulot. Sur l'heure du midi, de voir des gens patiner dans le parc Molson, de pouvoir aller au petit marché à côté, de côtoyer, finalement, après ça, un petit commerçant. Fait que ça ramène ça. Puis je pense que la pandémie va accélérer le télétravail, qui va accélérer une décentralisation, parce que là, maintenant, des emplois que tu devais te déplacer pour te centraliser dans un bureau, ben, tu es capable de te décentraliser dans une banlieue et là, finalement, de reparticiper peut-être à... De créer une communauté dans ces banlieues-là, dans les villages. Oui, tout à fait. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années, parce que oui, il y a comme un exode urbain, mais cet exode-là, je pense, va venir avec des nouvelles idées, peut-être une concentration aussi. Tu as besoin quand même d'une densité de personnes là, pour être capable d'avoir... Oui, les milieux urbains sont importants aussi. Ben oui. En Rosemont, je pense que c'est 140 000 personnes. En Abitibi, c'est 250 000 personnes sur 250 km². C'est sûr que tu peux pas avoir le même nombre de services de proximité quand tu n'as pas de densité. Ouais. Mais je sais que ça va être une observation qui va être le fun. Comment qu'on transforme les villes pour les rendre plus vertes, plus proches de la nature, plus proches des petits jardins, des toits verts, des parcs, puis aussi comment qu'on transforme ces campagnes-là, ces régions-là pour ramener cet aspect très, très communautaire, mais aussi d'amener des communautés, un écosystème, exactement, un écosystème vivant. Ouais. Les jeunes enfants, c'est important qu'ils voient des personnes plus âgées, autant leurs grands-parents que des voisins. Des jeunes adultes, c'est important. Un jeune homme, c'est important qu'il parle avec une grand-mère pour dire « Ah, ben je vis telle chose ». À l'inverse, qu'une jeune femme parle avec un grand-père, que finalement des jeunes parents puissent avoir le support des voisins, que des enfants puissent voir c'est quoi le travail, que finalement il y a ça dans l'intergénérationnel, mais il y a ça après ça aussi que la personne qui achète sa nourriture puisse voir d'où ça provient, que finalement la personne qui la transforme sait qui l'aide. Fait que c'est un peu juste la proximité. De se rapprocher, c'est ça, c'est vraiment de se rapprocher de l'humain, de se rapprocher de ce qu'on consomme, oui, d'écourter cette chaîne-là. Vraiment. Tout à fait. Puis, on a décentralisé aussi la production. Fait qu'on dit, on va produire en Chine. Fait que la production se fait là, fait qu'on la voit plus. Mais là, la souffrance se fait là, on la voit plus. Tu sais, on produit des objets justement bizarres, mais on fait ici. Puis là, on avait justement une discussion avec une des créatrices et couturières, puis elle me disait, c'est du gros tissu, c'est dur physiquement. Parfait, on va ralentir la production. Mais jamais j'ai un contact avec la personne en Asie qui va me dire « Salut, ça fait 16 heures, je travaille, j'ai mal au corps, est-ce qu'on ralentit? » C'est comme non, à distance, tu t'en parles pas, fait déjà, je veux un meilleur prix. Fait que la proximité crée aussi de l'humanité. La proximité crée de la conscience, je trouve. Ouais. On est plus conscient de l'impact de chacune des micro-décisions qu'on prend, des micro-pas qu'on fait. Oui. Mais ça reste difficile, ça reste paradoxal. Écoute, il n'y a rien de parfait. Puis, mais qu'est-ce que tu vois, toi, dans ce... Parce que, je pense que l'ancien normal, le New Way, il ne fonctionnait pas pantoute, là. Donc, tant mieux, on a mis la lumière là-dessus. Qu'est-ce que tu vois dans tout ce que tu peux observer à travers tes différentes initiatives, les gens que tu rencontres, de ce que... Je vois que là, on a exacerbé les problèmes. Fait qu'ils sont plus visibles. Oui. C'est la première étape. Première étape. Fait que, de placer nos parents, nos grands-parents dans des centres, puis là, finalement, on voit, puis pas s'en occuper, ça, c'est un enjeu que là, maintenant, tout le monde le voit, on le sait. Je pense qu'il va y avoir un changement. Il risque d'avoir plus de maisons intergénérationnelles, il risque d'avoir plus de proximité, parce que vient avec ça aussi toute la crise de santé mentale qu'on vit. Exact. L'anxiété, les gens qui sont en burn-out, les gens qui sont en dépression. Fait que, si, par exemple, je vais juste prendre le côté multigénérationnel, si les parents ils sont pas capables d'arriver dans le temps, mais finalement, il y a un support familial,
qui vient avec les grands-parents se sentent valorisés. Là, t'es comme, là, il y a comme 2 gros problèmes qui se sont exacerbés, qui peuvent se solutionner là. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé avec leurs voisins, que les gens n'avaient pas parlé. Fait que là, il y a comme un petit peu plus de... Une humanité. Un petit sentiment de proximité qui fait que finalement, ça peut apporter un peu plus de bonheur. De solidarité aussi. Je voyais tout le monde qui allait chercher l'épicerie pour leurs voisins, oui. Puis, il y a un contact avec la nature qui était, tu sais, on le voit là, les parcs. Tu sais, les parcs, là, sont essentiels. Là. Puis les petits parcs de quartier comme nos parcs nationaux. Je pense que ça va rester tout simplement parce que les gens ont vu à quel point c'était un antidote vraiment efficace à la santé mentale. Oui. Fait qu'au-delà, tu mentionnais d'observer ton garçon puis d'être émerveillé, tu sais, les enfants en nature sont libres. C'est comme la nature, c'est un jeu de mécano, mais avec genre 1 milliard de morceaux. Exact. Ils prennent une branche, une feuille, ils font un jeu, ils font des trucs, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. C'est le meilleur terrain de jeu. Il y avait un sapin qui est tombé là, 1 mois à peu près dans la forêt. Puis mon petit gars, là, il se mettait sur le bout du sapin, puis mon chum, il faisait aller le sapin. C'était comme une trampoline. Une trampoline. Il y avait du fun, là. Tu sais, c'est ça. C'est tellement... Puis ça l'amène de la créativité aussi pour les enfants. Tellement. Vraiment? Avec rien, avec des bouts de bois, avec des branches. Oui. Ouais. Fait que je pense que ça, cette connaissance de la nature, c'est que là, il y a des gens qui vont l'avoir accélérée, des gens qui vont l'avoir découverte. Puis là, au lieu que ce soit... Parce que la nature aussi, elle a eu une relation qu'au départ, il y avait une symbiose. On était omniprésent, on faisait partie de la nature pour finalement essayer de la contrôler. Ouais, la conquérir. Après ça, la conquérir. Ouais. Après ça, là, on est rendu... Juste le stade avant pandémie, je trouvais qu'on était rendu dans le stade de juste l'observer à travers nos écrans. Puis finalement, de la pervertir. Là. On va juste aller prendre une photo sur Instagram, puis on la consomme vite. Fait qu'on l'a conquérie, là, on la consomme. Puis qu'on est... On est déconnecté, détaché. Ça, je pense que c'était peut-être le dernier cycle, tu sais, de dire on en fait partie, on la contrôle, on la conquérit, domine, finalement, on l'observe, on l'utilise, on la monétise. Finalement, on a peur de la perdre. Puis là, je sais pas ça va être quoi la suite, là, mais juste, c'est ça, une prise de conscience de finalement, on a besoin d'être dans la nature. Puis la nature, là, c'est une ruelle, c'est pas nécessairement juste un parc. Là. Tout à fait. Tout à fait. Ça me fait penser à un documentaire qui s'appelle La Terre vue du cœur, qui est un documentaire... OK, je connais pas. Non! C'est un commentaire québécois. C'est vraiment très bon. Puis c'est justement là, dans ce documentaire-là, c'est de retomber en amour avec la Terre, de retomber en amour avec ce que la nature a à nous offrir. Puis j'ai peut-être envie qu'on finisse comme ça. C'est une question toute simple, mais en même temps qui est au corps de ta mission. Pourquoi tu as ce grand désir-là de reconnecter l'humain à la nature? En quoi que la nature, toi, te fait ce bien-là au point que toutes tes activités tournent autour de ce lien-là? Ben, en fait, c'est ma recherche d'équilibre. Tu sais, c'est ça que finalement je cherche, là, globalement, c'est de trouver un équilibre. Puis ma balle rebondissante personnelle, elle commence à se stabiliser. Puis je pense que ça va être un travail d'une vie, là, de trouver cet équilibre-là. Mais l'équilibre, pour moi, vient vraiment entre la balance, entre la nature, puis ce côté-là peut-être plus culturel ou qui n'est pas nécessairement juste relié à la ville, mais globalement. Là. Puis la nature, c'est que ça a été pour moi mon psychologue longtemps. Avant que j'ai les outils pour mieux comprendre comment je me sens, comment exprimer mes émotions, ben la nature était toujours là pour quand j'avais besoin de silence. Quand j'avais besoin de me sentir vulnérable, quand j'avais besoin de me sentir fort, quand j'avais besoin de... Fait que c'était vraiment juste... Moi, ça me faisait du bien, là, vraiment. Puis, mon désir profond, en fait, c'est de trouver une façon de communiquer ça, mais d'une façon qui n'est pas... qui n'est pas dans les codes convenus ou qui n'est pas en utilisant des stéréotypes. T'sais, la nature, ça n'a pas besoin d'être des gens qui s'enchaînent à un arbre. Ça n'a pas besoin d'être du monde habillé en Gore-Tex, puis ça n'a pas besoin non plus d'être des gens hyper conscients d'eux-mêmes, puis de dire je suis dans la... Ou des gens privilégiés qui disent ben moi je suis capable de vivre. Tu sais, je pense que ça peut être aussi je trouvais ça intéressant de faire un jardin, d'avoir les 2 mains dans la terre. Ouais. De juste finalement aller marcher en forêt, d'aller au parc, puis enlever mes souliers, puis d'être pieds nus. Tu sais, j'ai comme juste le désir que
cette connexion-là avec la nature se passe dans les petites choses. Dans les petites choses qui sont près des gens maintenant et non pas de dire « Hey, un jour, tu vas comprendre. Ouais. » Tu sais, parce que notre évolution face à la connexion avec la nature est différente pour tout le monde, puis il n'y en a pas une qui est meilleure qu'un autre. Ouais. Puis on le voit beaucoup là, dans les mouvements de pleine conscience, dans les mouvements de bien-être. Là, c'est comme, non, faut que tu deviennes une espèce de personne là, qui est tellement conscient de lui-même. T'es comme, ben, c'est une pression de te rendre là. Puis est-ce que c'est la solution? Ouais. C'en est une, mais je pense pas qu'il y en a une. Je pense qu'il y a de plein. Fait que c'est de créer un peu cet espace-là. Cet espace-là. Ouais. Pour venir te déposer. Puis l'attirance de dire, ben tu vois, de peut-être créer plein de portes dont une va te convenir parce qu'on a l'impression qu'elle te parle à toi, versus de dire, il y en a une grande, puis c'est celle-là, puis t'es obligé de rentrer dans... Je pense que c'est ça. Oui. Ben encore, un peu comme tu disais tantôt, tu sais, c'est ça, c'est d'offrir une panoplie de solutions et non pas une vérité absolue. Exact. Puis, tu sais, je terminerai en disant que j'avais parlé avec Kim Thuy dernièrement, puis, tu sais, qu'elle appréciait B-Side, tout ça, puis en faisant mes recherches avant de lui parler, j'ai découvert qu'elle a dit une chose qui m'a beaucoup parlé, qui était la connaissance est la seule forme d'infini que l'humain a accès. Puis je trouvais ça vraiment grand comme réflexion parce que je suis quelqu'un qui touche à tout. Tu sais, je fais plein de projets, je fais plein de trucs, mais B-Side est la première forme d'infini à laquelle je viens de toucher parce que la connaissance de notre environnement, de notre nature, de notre culture, c'est infini. Ah oui. Donc, j'ai comme l'impression, finalement, j'ai trouvé mon propre infini dans un projet qui est campé. Fait que c'est peut-être là où vient aussi mon espèce de sérénité en ce moment dans ce projet-là, que j'ai pas l'impression qu'il y a un début, une fin, mais plus comme j'ai un canevas exceptionnel. Un terrain de jeu à explorer. Ben oui, puis là, on n'en a pas parlé, on va en parler un petit peu. Les B-Side Cabins, qui sont aussi une autre branche, en fait, d'un milieu de vie. Oui, exact. Un milieu de vie pour connecter les gens à la nature. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, rapidement. En fait, tu sais, B-Side a créé finalement un média. Puis grâce à ce média-là, le contenu, on a créé une communauté. Puis finalement, cette communauté-là, on s'est dit, si on veut reconnecter l'humain avec la nature, ce serait bien d'avoir un lieu physique. Donc, on a acheté une grande terre. Mais le but premier, c'était de dire comment on peut faire de la conservation rapide. Tu sais, c'est vraiment l'objectif concret, là. Parce que j'avais écrit mes rêves, puis j'ai dit, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais ça avoir un parc naturel, puis le léguer. Ça, ce serait mon leg personnel. Que personne peut s'y construire, exact. Les protéger. Il est protégé à vie, puis tu sais, tu le protèges. Fait que ça, c'était comme un peu, puis tu sais, Yvon Chouinard m'a beaucoup, m'inspire beaucoup parce que il a compris qu'on vit dans une société capitaliste, puis que si tu bats pas, tu sais, le feu avec le feu, tu arriveras pas, tu sais. Puis j'étais comme, eux ont fait des changements beaucoup plus grands que le gouvernement des États-Unis à plein de niveaux. Je fais, OK, j'ai comme pris un peu cette carte-là de dire, est-ce que je peux faire la même chose? Donc... À travers l'entrepreneuriat. Exact. Et là, mon petit rêve personnel d'avoir un parc protégé, réalistement, là, ce serait peut-être arrivé à mes 80 ans, quand finalement, tu es comme, je vais vendre ma maison, puis je vais utiliser mon capital. Fait que, mais là, on a réussi à le faire maintenant, en disant, on va faire du micro-développement. Fait qu'on achète des grandes terres. On développe 20% maximum de ce territoire-là. Puis le 80% qui reste, il est mis dans une fiducie environnementale qui est protégée à vie. Et dans cette portion-là, c'est les lacs, c'est la forêt mature, c'est les montagnes. Fait qu'on développe zéro des endroits qui ont pris des millénaires finalement à être construits. Et on développe une petite portion, une petite communauté. Puis... ce qu'on fait, c'est qu'on fait des chalets qui sont architecturaux, parce qu'il n'en existe pas beaucoup au Québec, surtout pas de petite taille. Oui. Tu sais, c'est des chalets d'une chambre à 3 chambres. Mais tellement bien pensé. Moi, j'étais intéressée à ton projet. J'avais été à une rencontre et tout. Mais c'est ça, tellement bien pensé que t'as tout, mais c'est pas grand, c'est bien pensé, c'est écologique. C'est comme un petit Westphalia bâti où finalement il y a beaucoup de contemplation parce que je pense que Pierre Thibault l'avait dit, la beauté rend heureux, mais des lieux qui sont beaux, paisibles, t'aident après ça à mieux connecter avec toi, mais avec l'extérieur, avec la nature. La contemplation. C'est un peu ce qu'on disait tantôt, c'est la terre vue du cœur, c'est ça, c'est de retomber en amour, c'est de... Ah oui, t'as tellement raison, c'est tellement... Puis l'architecture, pour moi, c'est un peu comme la culture. Parce qu'il y a plein de gens, tu sais, c'est facile de parler aux gens qui aiment déjà le bois, qui aiment le camping, qui aiment tout ça. Mais on se parle à nous autres mêmes, tu sais, si on fait ça. Fait que l'architecture, c'est une façon de parler à des gens qui sont...
Et moi, je tripe sur l'architecture. J'aime les beaux espaces. Je veux me sentir cosy. Je veux décrocher de la job. Je veux juste aller là-bas puis justement mettre une bûche dans le foyer. Ouais. Mais cette rencontre-là avec la nature par l'architecture va peut-être avoir ça des inciter à faire que hey, finalement, c'est vraiment spécial d'être entouré de forêts. Ah, c'est le fun de marcher dans le bois. C'est eux qu'on veut amener puis ça me fait vraiment du bien. Exact. Oui. C'est pas des gens qui sont déjà convertis d'une certaine façon. Et peut-être même, ça m'étonnerait peut-être même pas, mais peut-être que c'est déjà en train d'arriver, que les gens qui avaient prévu l'acheter pour leur chalet secondaire, finalement, vont peut-être la prendre comme résidence primaire. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui tombent... Oui? Ah oui, ça m'étonne pas. Puis, par rapport à ça, c'est que les chalets, le principe des chalets, c'est la même chose que la voiture. Tu sais, au Québec, là, 95% du temps, le chalet est inutilisé par le propriétaire. Les propriétaires utilisent entre 5 et 10% de leur maison secondaire au Québec. Ça veut dire qu'il y a 35 jours qui est utilisé, tu as 330 jours qui est inutilisé. Et là, on privatise nos lacs, nos forêts, nos super beaux lieux. Et la voiture est stationnée aussi 90% de sa durée de vie. Donc, tu sais, l'autopartage, tout ça, fait que tu sais, l'autopartage du chalet, ça existe depuis très longtemps, tu sais, avec... mais nous, on facilite ça. Fait qu'on veut donner l'accessibilité par la location. Fait que l'achat, la vente, en fait, de nos chalets permet la préservation, la conservation, puis d'accélérer ça. Puis finalement, notre programme de location permet que ça ne sera jamais vide. Oui. Il y a plein de monde qui vont pouvoir en profiter, en bénéficier. Ce que j'aimais aussi, il y avait des petites cellules dans la forêt où est-ce que tu peux juste aller lire un livre ou méditer. Oui, on cache des bibliothèques en forêt. On amène la culture en forêt. Oui. Donc, on a des bibliothèques cachées en plein milieu de la forêt. On a un studio de musique pour pouvoir enregistrer ton podcast éventuellement là. On a aussi un lieu commun qui est mi-chemin entre un café de quartier, un lobby d'hôtel, un lieu pour se rencontrer. Puis, faire des ateliers, exact. Même des entreprises. Fait que, tu sais, le festival, on le transfère là. Fait que, tu sais, là, exemple, tu passes un week-end, ben, tu vas pouvoir apprendre à aller récolter des champignons. On a tellement d'érables à sucre, tu vas pouvoir apprendre à faire les sucres. Fait que, bref, c'est un peu... c'est un peu encore là, le partage de connaissances, mais à travers ce milieu de vie-là. Puis de la cohérence, encore une fois. C'est ça, en fait, ça, c'est notre obsession. Oui. C'est d'être cohérent. Donc, on crée des ponts de l'humain et la nature, on le fait par le transfert de connaissances, puis on le fait par le transfert d'expérience. C'est ces deux choses-là qui guident tout. Donc, le magazine, le numérique, c'est une façon de faire le transfert de connaissances. Les ateliers, c'en est, mais avec le côté expérientiel. Fait que c'est tout ça qui est connecté ensemble. Puis, c'est notre petit écosystème, c'est notre petite vision. Puis, mais en même temps, ça montre que tu peux faire des projets, que ce soit rentable, que ce soit périn, parce que quand c'est rentable, ça permet une pérennité, mais tout en ayant aussi ton objectif de préserver la nature. Exactement. Donc, c'est beau. Moi, je trouve que ce retour à ça, c'est d'inspirer aussi ces entreprises-là. Puis, le podcast, c'est renaître à soi et changer le monde à sa façon, mais c'est d'inspirer aussi tous ces gens-là qui ont des projets, qui ont des entreprises, de revenir un peu à la base et peut-être de faire les choses autrement pour amener un peu plus de cohérence, pour amener un peu plus de conscience. Puis ce qui est important, puis tu sais, ça, là, je pense qu'il faut en parler plus, là, mais il faut être réaliste. Oui. Parce qu'il y a l'idéal. Puis on est une belle gang d'idéalistes. Oui. Puis les médias aiment bien parler de l'idéal, mais réalistement, tu sais, exemple, un café de quartier, il faut qu'il vende du café, il faut qu'il fasse une marge de profit, sinon il va mourir. Oui. Donc, c'est bien beau d'avoir plein d'initiatives, mais le danger des initiatives, c'est que ça ne dure pas. Puis finalement, c'est zéro périn. Donc, il y a une réalité. Tu sais, dans un monde parfait, on achèterait juste des terres et on les protégerait. Oui, c'est ça. Et dans un monde parfait, on ferait juste un magazine numérique avec tout le contenu, puis ce serait comme parfait. La réalité des choses, c'est que il faut il y a une réalité d'économie. Exact. Oui. Puis je pense que ça, c'est important, tu sais, de faire cet équilibre-là, puis de dire, nous, on a une vision qui est idéaliste, avec des opérations réalistes. Mais c'est pas l'inverse. On n'a pas quelque chose de réaliste qui est finalement un statu quo, avec finalement des désirs économiques idéalistes. C'est l'inverse. Fait qu'on dit, on a vraiment une vision idéaliste, mais il faut passer par une forme de développement, par un magazine imprimé, par certaines démarches. Mais je pense que cet équilibre-là, là, c'est important de pouvoir en parler. Parce que... T'as raison. Puis moi, j'ai été longtemps dans l'idéalisme. Avec Pastello, j'aurais pas pris d'argent, on fait juste des documentaires, puis même c'était un peu ça, là, c'était l'économie du don, là, les documentaires, mais demander si on veut que ça continue, si on veut créer encore plus d'impact, ben faut
faut agir dans le système qu'on a actuellement. Mais il faut se donner les moyens exact, de nos ambitions. Tout à fait. Puis c'est à tous les niveaux. Fait que bref, la perfection n'existe pas. Ouais. Des visions, il y en a plein de personnes qui en ont des super belles. Puis après ça, si tu es capable de trouver un équilibre entre cette vision-là qui change les choses, qui pousse un peu l'aiguille plus loin, là, parce que on a un temps fini là, sur cette terre. Il va y avoir d'autres mondes qui vont suivre après nous. Ils vont te succéder, mais grâce à justement que toi, tu as poussé l'aiguille un petit peu plus loin, l'autre va la pousser encore plus loin que toi. Puis c'est en fait de tout. Ouais, puis c'est chacun en fait de... moi, je me suis longtemps mis cette pression-là de sauver le monde, mais non, c'est juste amène ta pierre à l'édifice, puis si chacun, en fait, prend juste cette responsabilité-là, finalement, à travers ses moyens, à travers ses talents, c'est le même que le changement va vraiment s'opérer. Vraiment. Puis d'être bienveillant. Oui. Tu sais, bienveillant envers tes collègues, envers ta communauté, tes amis, mais à l'inverse, c'est bienveillant avec ton fournisseur, avec ton petit commerce de quartier. Tu sais, on a toutes des réalités, puis des fois, on oublie, puis on est demandant, ou puis on a l'idéalisme facile aussi sur les réseaux sociaux. Fait que, bref, de juste... la bienveillance. Oui, la bienveillance. Tout à fait. Cultiver la bienveillance. Tout à fait. J'ai une dernière question. C'est la question que je pose à tout le monde. Il y a une grande, grande quête de sens, comme tu sais, actuellement. Il y a beaucoup de monde, moi, qui m'écrivent en me disant, justement, j'ai un vide. Ce que tu as vécu il y a quelques années. J'ai envie de les outiller, ces gens-là. J'ai envie de leur donner des réponses parce que des fois, je suis un peu sans réponse. J'ai envie de savoir, tu sais, qu'est-ce que tu aurais répondu aux Jean Daniel il y a quelques années qui étaient justement dans ce moment-là, les deux pieds dans le vide, qui ne savaient pas c'était quoi la prochaine étape, mais qui ressentait qu'il n'était plus à sa place non plus. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Qu'est-ce qui a pu t'aider ou qui... je l'aurais brusqué comme un enfant de 2 ans te brusque avec des questions très banales, qui est juste pourquoi. Pose pourquoi à peu près 5 fois, puis normalement, tu arrives à peu près au fond de ta raison d'être. Là. Tu sais, pourquoi tu fais passer le fluo? Là, tu vas avoir une réponse. Pourquoi? Pourquoi? À un moment donné, tu vas te choquer, tu vas comme, là, ça sort. Tu vas arriver à la racine. Fait que de juste... Puis un enfant de 2 ans, c'est beau pour ça, parce que ça n'a aucune idée préconçue. C'est juste comme, pourquoi? Tu sais, puis si ça fait pas de sens, on va dire, pourquoi? Puis à un moment donné, tu te choques, tu te rends compte que c'est vrai, ça n'a pas de sens. Puis, fait que je pense de faire ça avec soi-même. Tu sais, pourquoi tu fais telle chose? Pourquoi tu travailles dans telle industrie? Pourquoi ça t'affecte? Pourquoi... Fait que, j'aime beaucoup. Je sais poser pourquoi à quelques reprises, 4-5 fois, puis à un moment donné, tu te choques, puis tu finis par être impatient, puis là, ça sort. Merci, Jean-Daniel. Merci ça fait plaisir. De ton humilité aussi. Je trouve que c'est magnifique tout ce que tu partages, tout ce que tu inities, mais tu le fais dans une très belle humilité, une transparence, une bienveillance, et c'est super inspirant. Merci d'avoir pris merci un vraiment temps de m'avoir avec moi. invité. Très content. Oui, puis on va... tu nous fais un cadeau. En fait, ça va faire tirer un abonnement d'1 an. Donc, le 2 magazines. Donc, on va organiser ça quand l'épisode va sortir sur les réseaux sociaux. Si vous ne connaissez pas le magazine B-Side, c'est vraiment... C'est précieux, je trouve, ce que tu offres. Quasiment même, je dirais, sacré. Et merci d'avoir été à l'écoute. Et je vous remercie vraiment d'être là. Puis si vous avez aimé ça, si vous pensez que le podcast peut aider certaines personnes, résonner avec certaines personnes, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner, à aller commenter. Ça fait vraiment un impact majeur, en fait, pour faire connaître qu'est-ce qu'on fait. Merci. Puis on se voit au prochain épisode. Merci énormément, Jean-Daniel.